après-midi, tout le monde. Donc, on a eu des belles présentations ce matin, des beaux concepts. Moi, je vous ramène un petit peu plus dans la réalité. Donc, je vais commencer par me présenter. Diane Nadeau, je suis stratège web. Ça fait au moins 12 ans que je suis dans le métier. Mon entreprise, c'est Poste 23. J'enseigne aussi à l'Université de Sherbrooke au niveau bac, maîtrise, MBA, depuis aussi une dizaine d'années pour tout ce qui est affaires électroniques, commerce électronique, pour amener les gens finalement à embarquer sur le web de façon efficace. Chez Poste 23, en fait, ce qu'on offre comme service, c'est la stratégie web, le SEO, l'ergonomie, l'analytique web et de la formation, évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup de formations à donner aux gens. L'objectif de Poste 23, c'est vraiment de rehausser les connaissances des entrepreneurs pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. En fait, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que il y a un gap entre l'entreprise qui a quelque chose à faire sur le web et l'équipe de production. Et les gens, souvent, ils n'arrivent pas à se faire comprendre ou à s'entendre entre eux. Ils ont un projet web, ils ne savent pas comment l'exprimer. Ils ne se l'approprient pas assez, en fait. Donc, moi, j'aime bien intervenir là, à ce moment-là, pour accompagner l'entrepreneur dans sa démarche au niveau de l'intégration du web dans sa stratégie d'affaires. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. Donc, maintenant, on va ramener ça un petit peu plus concret, c'est-à-dire ici, combien de personnes parmi vous qui a une entreprise? OK. Laissez vos mains levées. Combien parmi vous a un site web? OK. Combien parmi vous vend en ligne? OK. Comment? Vendez en ligne? Vous vendez en ligne? Non. Combien? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent vendre en ligne? OK. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais demander? Combien parmi vous a des réseaux sociaux? Facebook. Facebook corporatif? Twitter? LinkedIn? OK. Donc, moi, ce que je vais jaser avec vous aujourd'hui, c'est que je vais ramener ça vraiment sur maximiser sa visibilité sur le web. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? De quelle façon on doit le réfléchir? Mais surtout, de quelle façon on se l'approprie, en fait. Il faut être responsable de ça. C'est vos entreprises, c'est vos projets, donc c'est votre stratégie. Vous devez être en mesure de savoir ce qui va se passer là, puis de guider, de donner les ordres. Vous êtes les donneurs d'ordre. Donc, comment est-ce qu'on va en tirer profit? En fait, on va commencer, je sais qu'il y a des statistiques depuis ce matin, puis j'étais assez contente quand je regardais les statistiques, ils ont les mêmes que moi. Phew! Non, mais tu sais. En fait, je vais vous présenter des statistiques. J'avais pas d'idée quel genre de marché vous alliez avoir ou quel genre de marché vous visez. Je me suis concentrée à ce qui se passe au Québec. OK? Donc, au Québec, ce qu'on a, c'est 80% d'internautes. Bon, jusque-là, ça va bien. 29,5% d'internautes québécois ont acheté en ligne en septembre dernier. OK? Puis en moyenne, c'est à peu près ça, entre 25 et 30% d'internautes qui achètent en ligne par mois. On a 80% des internautes québécois qui utilisent Google. Êtes-vous capable de me nommer d'autres moteurs de recherche? OK. Donc, on a de la difficulté à en nommer plusieurs. OK. Yahoo a été racheté par Bing cet été, mais ils ont conservé quand même le moteur de façon indépendante parce que sa marque est quand même assez importante. Firefox est un navigateur pour se promener sur le web. OK. 85% des internautes québécois vont faire de 1 à 10 recherches par jour dans les moteurs de recherche. Donc, c'est une porte d'entrée qui est quand même grande, là, le moteur de recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Je m'en mettrai maintenant. On a 78% des internautes qui utilisent les réseaux sociaux. OK? Quand on décide qu'on s'en va sur le web, souvent on a deux portes d'entrée sur le web. On va soit prendre Google
parce qu'on a un objectif, on a une recherche à faire, on a quelque chose à chercher, ou on décide qu'on fait un petit peu de voyeurisme, puis on s'en va dans les réseaux sociaux. Donc, on s'en va sur Facebook, voir ce que nos amis font, lire ce que les autres ont à publier, etc. Ce qui est important ici à noter, c'est qu'il y a quand même 67% des Québécois qui se fient à leur réseau pour prendre une décision d'achat. C'est-à-dire que, à partir du moment où ils ont décidé qu'ils achetaient un article, un item, peu importe la valeur, le coût, tout ça, ils vont, 2 internautes sur 3 vont choisir d'aller faire une validation dans leur réseau avant de prendre la décision d'acheter oui ou non. Okay? Ils vont aller faire des comparaisons. J'aime bien, on parle beaucoup de mobilité aujourd'hui, puis c'est bien correct. Pour moi, c'est important la mobilité, je ne sais pas pour vous, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on donne souvent les chiffres au niveau du Canada. J'ai essayé d'aller chercher les chiffres au niveau du Québec aussi. Canada, 46% des Canadiens ont un smartphone, plus de 25% des Québécois. La donnée québécoise est de décembre 2011. Probablement que ça va être plus élevé, mais qu'on ait les vrais chiffres avec la nouvelle sortie du iPhone, parce qu'à chaque fois qu'il y a une sortie d'iPhone, tous les gens accourent pour changer leur téléphone et changer ce qu'il y avait, etc. Pour moi, le mobile est important parce que ça va avec les réseaux sociaux. En fait, un réseau social, je vais embarquer dedans à partir du moment où je peux le mettre dans mon téléphone. Mon téléphone, ma vie est dedans. Je pense que l'exercice de matin, je l'ai trouvé très intéressant avec M. Economakis parce que moi, j'ai des points de données, mon téléphone. Je ne sais pas vous, mais moi, mon téléphone, il n'y a personne qui y touche. Il est à moi. Même mes enfants à la maison, quand ils veulent prendre mon téléphone, ils sont comme non, 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 touche pas à ça. C'est mon téléphone, ça fait partie, c'est moi. Donc, ça, c'est vraiment un outil envers lequel on a un très grand pourcentage émotif. On a une très grande émotion envers cet outil-là. Autre donnée, c'est moi qui pèse pas assez ou il est fatigué? C'est ça, OK. Ça, j'aime ça sortir ces données-là parce que souvent, je vais dire, il y a 3 réseaux qui sont très importants au Québec au niveau des réseaux sociaux. Mais quand on se met à gratter un petit peu, qu'on fouille dans les heures, en fait, c'est un petit peu plus que ça. Facebook, effectivement, c'est le réseau social le plus utilisé. On parle d'un taux d'utilisation, d'un taux de participation, 59,6% des Québécois toujours, je reste au Québec, 6 heures par semaine. 6 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Hein? Donc, les gens sont branchés 6 heures par semaine dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Ce qui m'a étonné beaucoup, c'est le Google+, parce qu'il arrive avec 22,6%. 22,6% de Québécois utilisent Google+, et ils vont l'utiliser à raison de 5,6 heures par semaine. C'est la donnée qui m'a étonnée, le 5,6 heures. Le 10,1% de Twitter, 5 heures par semaine. Ça vient d'où, ça vient de pas Comscore, excuse-moi, c'est Frio. Okay. Ils ont un beau petit guide qui publie au niveau des réseaux sociaux chaque année. Une lecture en maîtrise de ces Frio. Oui, c'est ça. Donc là, c'est un guide qui a été publié tout dernièrement, septembre, 2012. YouTube, 57% des gens utilisent YouTube, 3,3 heures semaine. LinkedIn, 9,6%. Foursquare, 1%. Et ça, c'est en fait ceux-là qu'on entend le plus souvent parler, mais des réseaux sociaux, il y en a un puis un autre. Là. Il y en a énormément de réseaux sociaux. Ici, j'aime bien, c'est une référence que j'aime bien utiliser. La référence, vous pouvez aller sur médiasociaux.fr et c'est M. Fred Cavaza, je me trompe tout le temps dans son nom. En fait, c'est un Français, puis il fait vraiment un panorama au niveau des réseaux sociaux, il les segmente. Donc, il y a les réseaux de conversation, il y a les réseaux d'interaction. Et pourquoi je vous montre la panoplie de réseaux? C'est qu'en fait, en affaires, est-ce que, là, on voit plein de chiffres, on voit plein de statistiques, il y a de l'utilisation, tout ça, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement être dans tous ces réseaux-là? Est-ce que chaque entreprise doit avoir tous les comptes ouverts? Vous pensez? Est-ce que c'est efficace? Non. Donc, qu'est-ce qui est important, vous croyez? Pour quelle raison, vous, comme entreprise, on ouvrirait un compte dans Facebook, par exemple?
Tu cibles ta clientèle, puis si ta clientèle utilise ce réseau social-là, tu vas miser là-dessus. Donc, il y a une question de clientèle. Ensuite, je n'ai pas entendu. La masse. Ça dépend de ton produit. Ça dépend du produit. Donc, il faut faire une réflexion, c'est ce que j'entends. Ça me fait plaisir d'entendre ça. OK, pour le fun, j'ai fait un petit exercice. Combien de Sherbrookeois vous pensez qu'il y a sur Facebook? Êtes-vous capable de donner un nombre? 53 000, 18, 103 900 personnes. Est-ce que ça a du sens? Oui, c'est étudiant. C'est sur Sherbrooke restreint. J'ai pas mis de kilométrage autour. J'ai pas fait de rayon. C'est 13 ans et plus. La sélection, c'est tous. Est-ce que vous pensez que c'est un chiffre qui a du sens? Oui. Oui. Oui? Presque la population. C'est presque la population complète. Est-ce qu'on peut se fier à 100%? Avec un bémol. Avec un bémol. Oui, parce que 103 000, ça comprend les jeunes qui ont des multicomptes. Exactement. Exactement. Et, oh, mais on vient d'apprendre quelque chose. Non, en fait, on ne peut pas nécessairement se fier à 100% à ces chiffres-là. Ça donne un ordre de grandeur. Il y a des gens qui ont créé leur compte il y a vraiment plusieurs années, puis ils ont déménagé, puis ils n'ont pas changé leur adresse. Il faut penser à ça aussi. Quand on crée notre compte, on ne retourne pas nécessairement dans notre profil pour modifier notre adresse et nos informations. Donc ça vient biaiser un peu, mais ça vient quand même donner un ordre d'idée, de grandeur, de portée qu'on peut avoir dans une zone géographique ciblée. Maintenant, l'objectif, on dit, OK, on veut maximiser la visibilité. Par où est-ce qu'on commence? Par où est-ce qu'on commence? Bien, en fait, quand on a cet objectif-là, on se dit, on veut maximiser la visibilité, ça veut dire qu'il faut mettre en place une stratégie. Moi, quand on me parle de maximiser une visibilité, pour moi, j'entends, je veux mettre en place une stratégie web de visibilité. OK? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de recette magique, hein? Il n'y a vraiment pas de recette magique. Chaque cas est unique. Chaque cas doit être analysé de façon particulière. Il n'y a pas une entreprise de pareil, puis il n'y aura pas un processus qui va se faire de la même façon d'une entreprise à l'autre. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer ça. Donc, par où on commence? Des fois, je dis il y a 3 questions, des fois, je dis il y en a 4. Ça dépend comment je les présente. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller. Souvent, en anglais, on va faire les what, where, who, and when. On va voir les 4 W. Donc, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc, pourquoi, pour qui, quand et où. Donc, les 4 questions fondamentales, ça va être comme ça. Donc, pourquoi voulez-vous être visible? Pourquoi voulez-vous être visible en ligne? On ne peut pas être visible juste pour être visible. Ça prend une raison pour être visible. Qu'est-ce que vous allez offrir? De quelle façon vous voulez l'offrir? À qui vous voulez l'offrir? Bien là, dans le quoi, dans le pourquoi, on va dire qu'est-ce que vous voulez offrir? Pourquoi vous voulez l'offrir? Quelles sont vos attentes? Il faut le définir, ça, avant. Parce qu'être visible, juste pour être visible, au bout de la ligne, en termes de ROI, de retour sur investissement, ça ne rapportera peut-être pas grand-chose. Peut-être qu'on va tomber par hasard sur le bon ROI, le bon chiffre, mais si on ne l'a pas planifié, on ne pourra pas le mesurer. Donc, vos attentes, vos objectifs. Donc, c'est à cette étape-là qu'il faut définir vraiment qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on fait la même chose que dans le réel, dans notre place pignon sur rue, est-ce qu'on a une offre différente en ligne, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi nos attentes? On veut-tu vendre? On veut-tu réduire? On veut-tu réduire les appels téléphoniques au service à clientèle? On veut-tu faire télécharger des fiches techniques? On veut-tu que les gens s'inscrivent à quelque chose en particulier? Donc, il faut définir vraiment, avoir des objectifs précis. Et les objectifs doivent être SMART. SMART, ça veut dire stratégique, ça veut dire mesurable, accessible, réaliste et qui se fait dans un certain temps, un délai, pas un délai long. Combien d'années? Un an sur le web, c'est combien de temps, vous pensez? Une éternité? Non, un an sur le web, c'est 6 mois dans la vraie vie. Vous achetez un outil aujourd'hui, un outil technologique, vous achetez le dernier iPhone, tout de suite, un mois après, vous annonce que bientôt, dans quelques mois, il y a une nouvelle sortie.
d'un produit amélioré, c'est 6 mois. Donc, un projet doit se réaliser minimalement, en tout cas, on doit le découper dans des phases au moins de 6 mois, pas plus, parce qu'on va avoir eu le temps, en tant qu'entrepreneur, d'avoir des nouvelles idées, de vouloir évoluer, de changer, d'ajouter des choses. Les choses évoluent énormément rapidement en ligne. Donc, il faut vraiment se coller là-dessus. Donc, les objectifs, quand on se les met, quand on se les fixe, il faut vraiment qu'ils soient smart. Ensuite, pour qui voulez-vous être visible? Je pense que c'est la question la plus cruciale, parce que ça va aider après à choisir dans quel médium par quel médium on va passer. Mais par qui voulez-vous être visible? Quand et où devez-vous être visible? Donc, ce qui est le plus difficile actuellement en ligne, c'est de bien connaître sa clientèle cible. Si vous avez déjà un site web, on a déjà une partie du type de comportement qu'on a, parce que si on a branché Google Analytics dessus, on a de la donnée. Si on n'a pas de site web encore, on part avec 0 donnée. On n'a aucune idée de ce que les gens feraient sur notre web, sur notre site web. On peut avoir une idée par exemple, si on dit notre clientèle cible, en général, ce sont les Québécois, si on a défini ça comme ça, on peut aller chercher les chiffres chez Cefrio, par exemple, parce qu'ils nous donnent des idées de comportement. Tu sais, c'est quoi les tendances et tout ça. On peut aller chercher les mêmes genres de chiffres chez Comscore, WebTrends, ClickZ, pour les autres régions, aux États-Unis ou en Europe, ou tout ça. On peut aller chercher des comportements généraux. Mais quand on a un site web, on a en plus des données de trafic. Bien, déjà là, ça nous donne une idée, en tout cas, du genre de trafic qui se promène actuellement sur notre site, puis est-ce que c'est vraiment notre cible, puis après ça, il faut accumuler de l'information. OK? Alors, ce qui me vient à dire que ça prend une stratégie. Ça prend une stratégie. Si on a 2 clientèles cibles, on va peut-être avoir 2 façons de les atteindre qui vont être différentes. On va peut-être avoir des discours aussi différents. C'est peut-être la clientèle cible qui va définir finalement qu'est-ce qu'on va offrir en ligne. Parce que des fois, on pense qu'on va pousser quelque chose, puis c'est ça qui va être intéressant. Mais quand on parle à notre clientèle cible, on se rend compte que c'est pas ça du tout qu'ils s'attendent, c'est pas ça du tout qu'ils veulent. Et ça, il faut avoir de l'écoute. Il faut savoir écouter notre clientèle. Donc, la clientèle cible, très importante. On ajuste nos objectifs et ensuite, on va cibler les actions qu'on va mettre en place. OK? Et toutes ces actions-là vont être... Il va y avoir un discours d'associé. Le discours va être très important. Sur le web, là, ce qui est le plus important, est-ce que vous savez, c'est quoi? C'est pas le design. Ce sont les mots. C'est les mots les plus importants. Les mots, mais pas n'importe quel mot. Les mots de vos clients. Des fois, on essaie de pousser notre marque ou notre façon d'appeler les choses. Puis on se rend compte que le client, c'est pas comme ça qu'il les appelle. On a de la difficulté à les attirer sur notre site. Qu'est-ce qui arrive dans un milieu où, par exemple, on est dans un milieu, je ne sais pas moi, on vend des remorques et les gens n'appellent pas ça des remorques, ils appellent ça des trailers. On parle de recherche. Quel genre de recherche on va faire? Comment est-ce qu'on les amène sur le site? Donc, notre discours, il faut l'ajuster en fonction de ce qu'on a, de ce que le client cherche, en fonction de son comportement à lui, parce que c'est ce qui est le plus important, puis les mots sont les plus importants. Et ensuite, on a des outils. Les outils, ça va être quoi? Un site web, c'est pas une stratégie, hein? Un site web, c'est un outil. Les réseaux sociaux non plus, c'est pas une stratégie, ce sont des outils. Donc, les outils servent à atteindre des objectifs. Donc, chaque outil qu'on va utiliser doit avoir un objectif précis et mesurable pour savoir si ça vaut la peine de mettre du temps là-dedans, puis s'il est rentable. Les réseaux sociaux, on a la chance que ça soit la plupart du temps des outils gratuits. Donc, ce que ça nous coûte, c'est du temps. Donc, on peut essayer, avec un objectif et un discours, d'atteindre une clientèle cible, et là, on mesure, et si ça fonctionne, là, à ce moment-là, on peut réellement investir ressources, personnes et argent là-dedans pour vraiment le développer. Okay? La différence entre les réseaux sociaux et
un site web ou un blog qui fait aussi partie des réseaux sociaux, mais le blog et le site web nous appartiennent. Hein. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Ça, n'oubliez jamais ça. Ne faites jamais une stratégie web qui ne comprend que des outils qui ne vous appartiennent pas. OK? Parce que vous n'êtes pas maître chez vous. Quand vous êtes dans Facebook, tout ce que vous mettez là ne vous appartient pas. Vous savez, tous les petits lectures qu'on ne fait pas, là, habituellement, quand on approuve, il dit « Oui, oui, on ouvre le compte, on signe, oui, on coche la case. » Si on va lire la réglementation qu'il y a là-dedans, vous cédez vos droits sur tout ce qui est dans Facebook. Ça ne vous appartient pas. Le jour où Facebook décide qu'il ferme votre compte parce que ça ne lui tente plus de vous voir là, vous n'avez pas de recours. Donc, on ne peut pas se fier aux réseaux sociaux pour se bâtir une stratégie. On doit avoir des outils qui nous appartiennent. Donc, un site web et si on veut vraiment rentrer dans une stratégie de réseau social, un réseau social, donc on devrait avoir notre propre blog, qui est une structure plus ouverte, moins encadrée, qui laisse finalement la chance de parler. Des KPI, c'est des indicateurs de performance. Pour les identifier, c'est un peu ce qu'on va suivre. Donc, si on dit, moi, je veux vendre en ligne, je veux augmenter les ventes de tels produits en ligne, donc un indicateur de performance, ce serait un taux de conversion de vente de ce produit-là, et non pas le trafic. Le trafic, c'est un chiffre pour un chiffre. Hein? Le trafic sur un site, ce n'est pas un indicateur de performance habituellement. On peut faire venir n'importe quel trafic sur un site, comme ça. Il faut faire, c'est quoi qui est important, c'est faire venir le bon trafic. Celui qui va acheter, celui qui va s'inscrire, celui qui va télécharger les fiches, celui qui va faire ce qu'on voulait qu'il fasse en ligne. Donc, des fois, c'est arrivé qu'un client avec qui on travaille avait un gros trafic, avec un taux de conversion très bas. Et la solution, en fait, en retravaillant avec ce client-là, on se rend compte qu'on a diminué le trafic, on a augmenté le taux de conversion, puis au bout du compte, on a un meilleur retour. Donc, il faut vraiment analyser nos données. Okay? Ce qui se passe sur le web, c'est vraiment des choses qu'on peut analyser parce qu'on laisse des traces. On ne navigue jamais anonymement en ligne. Okay? C'est toujours des traces. Donc, où est-ce qu'on peut l'atteindre, notre clientèle cible? Mais en fait, si on a la capacité ou la chance de jaser avec cette clientèle cible-là avant de faire les actions, on va peut-être pouvoir identifier les différents réseaux où elle est. Mais sinon, comme je disais tantôt, ces réseaux-là sont gratuits la plupart du temps, donc on peut tester un réseau. Évidemment, je ne vous dis pas de ne pas y aller si la clientèle cible n'est pas là. Des fois, dans les réseaux, hein, si on n'est pas là, on ne sait pas ce qui se dit non plus de nous. Hein. On peut avoir une stratégie de veille. On peut vouloir aussi aller voir s'il y a des choses qui se disent sur nous. On ne peut pas faire l'autruche non plus avec les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on ne parle pas de nous. Donc, si on veut des fois avoir une idée de ce qui se passe, juste d'avoir son compte là pour écouter sans nécessairement avoir de l'activité, ça peut permettre aussi de filtrer et de faire une veille pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, je disais tantôt, les mots sont importants. Les mots sont importants parce que une des plus grandes portes d'entrée, je dis, les gens font 1 à 10 recherches par jour dans les moteurs de recherche. Donc, ils vont se retrouver en avant de quoi? Ils vont se retrouver, devant une page Google avec uniquement la barre pour écrire les mots. Donc, ça va être important. Qu'est-ce qu'on fait sur le moteur de recherche? Bon, on peut faire du SEO. SEO qui est du Search Engine Optimization, qui va faire en sorte que votre site, de façon naturelle, va ressortir dans les résultats qui sont gratuits, ils ne sont pas payants. C'est des résultats naturels, résultats organiques. Okay? Un site web, s'il y a 5 pages, on va s'arranger pour optimiser les 5 pages. On n'optimise pas seulement une page d'accueil. Une page d'accueil n'est pas nécessairement une page d'entrée. Une page d'accueil, c'est pas comme une porte d'entrée dans une boutique quand on rentre et que ça fait gigling, gigling. Okay. Okay. Une entreprise qui n'est pas connue sur le web, idéalement, si on a une belle stratégie SEO, ne devrait pas avoir un pourcentage d'entrée très grand dans sa page d'accueil. Les gens devraient rentrer par toutes les autres pages.
Une page d'accueil, habituellement, ça fait rentrer les gens qui connaissent notre nom d'entreprise ou notre marque. Quand on regarde dans les statistiques, les accès par la page d'accueil, ça vient avec les mots-clés de la marque. Ça, on va remarquer ça très souvent. Donc, si on a une stratégie de développement de marché, par exemple, donc on arrive dans un marché où on n'est pas connu, bien, ça se peut que cette page-là, on s'arrange pour pas qu'elle soit vue nécessairement. C'est les produits et les services qu'on a à offrir qui vont être les pages d'entrée. Le SEA, c'est les annonces. Donc, c'est du Search Engine Advertising. C'est sur Google ou ailleurs, sur d'autres sites. C'est d'autres moteurs de recherche qui offrent de la publicité. Et il ne faut pas oublier le référencement local. Google Address, vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Google Address, ou Google Places en anglais, Google Address en français, ça mène au même endroit. À la différence des pages jaunes, c'est gratuit. C'est fun. Donc, quand on remplit ça, en fait, on remplit sa fiche. On peut donner nos informations, on peut donner nos heures d'ouverture, on peut donner les modes de paiement, on peut mettre des photos. En fait, c'est un endroit où on peut mettre énormément d'informations, beaucoup plus large que ce qu'on peut faire avec Pageon. Donc, un résultat, par exemple, je donne un exemple, je fais une recherche restaurant Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme résultat? On va retrouver, en fait, le SEA va être en haut, c'est une annonce de destination Sherbrooke qui annonce les restaurants à Sherbrooke. Okay? Donc, ici, on est dans le résultat payant. Ensuite, on a les résultats SEO. Ça, c'est une page écran. Une page écran, c'est une page avant qu'on déroule la fenêtre. Le SEO, donc j'ai deux liens encore qui sont là, qui sont pas... En fait, le SEO, ça descend même ce que j'ai encadré dans Google Address. C'est juste que Google Address, il va vraiment sortir la map avec les bulles et il va associer les restaurants avec ça. Est-ce que, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un pointage et il y a des avis également auxquels les internautes ont accès. Donc, directement, par exemple, je prends l'exemple du restaurant Auguste, pas que je veux faire nécessairement de la promotion, mais c'est lui qui est là. Donc, si je suis au restaurant Sherbrooke, il est là. Il y a un pointage de 26 sur 30 avec 11 avis. Directement à partir de la plateforme Google, je peux voir, je peux aller lire ces avis-là. Je peux voir qu'est-ce qui a été dit. Puis je peux voir sa cote, puis ça peut être un élément incitatif, comme ça peut être un élément négatif. Parce que s'il y en a qui sont allés dire que c'était pas bon, puis ils donnent des cotes négatives, là, je peux dire, oh, je n'étais jamais allé là, mais là, ça ne m'intéresse pas. Il y a une cote de 11 au lieu de 20, je ne sais pas. Ça peut être, mais l'entreprise ou le restaurant doit être au fait de ça. Vous devez regarder ce qu'on dit de vous. Donc là, c'est directement dans Google, là. Donc les gens ont accès à ça. Des fois, on ne porte pas attention, mais il faut avoir une attention vraiment particulière pour ça. Je donne l'exemple de ce que ça a l'air une page Google Adresse. Vous mettez, en fait, vous avez votre adresse, votre numéro de téléphone, votre site web, vous dites ce que vous faites, vous savez de quelle heure à quelle heure c'est ouvert, vous pouvez mettre des messages. Et par la suite, en dessous, il y a les utilisateurs qui laissent des messages avec des commentaires, avec des cotes. Donc, c'est de l'information qui est là. Oui? Il y a une façon pour l'entreprise de gérer ça, le pointage, dans le fond, parce que si un compétiteur peut faire ça. Effectivement. Effectivement, si un compétiteur veut aller faire du tort, il peut. Ça, il n'y a aucune façon de gérer le pointage des commentaires. Non, fait que là, c'est sûr qu'il faut être au courant de ça. On peut aller répondre à ça. En fait, quelqu'un qui viendrait faire du tort, entre guillemets, comme ça, hein? Il faut faire confiance aux gens. Là. Les gens n'ont pas juste ça à faire. Là. Mais c'est ça. Non, on ne sait jamais. Mettons que ça arrive puis ça vous touche vraiment profondément. Faut vraiment aller faire une gestion de ça, c'est-à-dire qu'on va répondre à cette personne-là. En fait, là, on est sur la place publique avec un micro. C'est un peu ça, l'idée. Puis ça se trouve à faire partie des réseaux sociaux. Le Google Adresse, étant donné que c'est public, puis que les gens peuvent aller mettre des choses là de façon très facile et gratuite, ça se trouve à faire partie des réseaux sociaux. Donc, vous devez faire une gestion de ce qui se passe là. Allez faire le modérateur. Mais donc, sur Facebook, ils font beaucoup, là. Quand les grosses entreprises, puis les gens ils vont écrire des commentaires négatifs. Oui. Les entreprises aiment quasiment ça, montrer à quel point ils gèrent écrire. En fait, c'est une opportunité. Il faut le prendre comme ça. On a beaucoup peur au départ
des commentaires négatifs parce qu'on se disait hey, tout le monde va voir ça, comment je vais faire pour gérer ça, mais en fait, c'est une opportunité pour montrer de quelle façon vous allez résoudre le problème. Si vous ne faites rien, c'est là que ça paraît mal. ou si c'est mal fait, c'est encore pire. On a vu aussi des cas d'horreur où les gens avaient pris ça trop à la légère, ils avaient dit n'importe quoi, puis on a vu ça virer au cauchemar. Là. Donc, mais il faut aller gérer pour répondre de la même façon que dans les autres réseaux sociaux. Donc, ça, c'est gratuit. Donc, toute entreprise qui a pignon sur rue devrait avoir sa page Google Adresse. J'ai bien compris. Par défaut, c'est les pages blanches, c'est l'information des pages blanches, l'adresse, le numéro de téléphone est toujours là. Oui. En fait Google, c'est à sa discrétion. Hein? Oui. Il va afficher les résultats de pages jaunes ou Yellow Pages. Là, il va prendre vraiment le nom, tout ça. Mais si on a une page Google Adresse, c'est celle-là qu'il va prendre pour afficher. Donc, si vous remplissez votre page et qu'il a décidé d'afficher la map, c'est l'information de Google Adresse qu'il va mettre. Plus vous allez mettre d'informations là, meilleur ça va être pour vous. Okay. Alors, ces fameux mots sont super importants. C'est justement, je pense que j'avais fait un petit erreur dans l'ordre. On est devant cette page-là. Donc, il faut arriver à se mettre dans la tête de notre clientèle cible puis de savoir quel est le fameux mot ou terme, parce que c'est rarement un mot, hein. Vous savez, ici au Québec, on est les meilleurs chercheurs au monde. C'est-à-dire que on écrit, nous, des phrases, des extrêmes grandes phrases, des codes barres, okay? Pour arriver à trouver ce qu'on cherche en moins de clics possible. OK? Et ça, c'est un comportement typiquement québécois. Donc, on est chanceux. Parce que ça permet aux entreprises d'avoir une plus grande latitude pour se faire trouver sur différents termes. On appelle ça le long terme. C'est-à-dire que quand on est obligé de se faire trouver sur un seul mot, il faut... Hein, là, on se bat, là. Des fois, c'est la concurrence féroce. Mais quand on a des gens qui cherchent vraiment de façon plus large, ça nous donne plus de chances de se faire trouver sur différents termes. Et là, on peut plus sortir. Je prends l'exemple, il y a des endroits où ils vont mettre juste un mot. Après ça, ils vont rajouter un autre mot parce qu'ils vont se rendre compte que c'est trop large. Et ils vont rajouter un autre mot. Mais c'est parce que si notre concurrent sort, lui, à 2 mots, puis nous, juste à 3, ça veut dire qu'on va manquer notre opportunité. Tandis qu'ici, on met beaucoup de mots, on enlève, puis on enlève, puis on enlève, ou on met code barre. C'est des comportements, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Donc, comme les mots sont importants, pas le design, hein? Y a-t-il des graphistes dans la salle? Donc, pas le design, malheureusement, c'est d'abord les mots, puis après ça, vous les éblouissez avec votre design. Okay. Donc, assurez-vous d'utiliser les mots et les termes que vos clients utilisent. Okay. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Ben dans les questionnaires, on demande comment ils définissent le produit. Exactement. C'est un bon départ. Extrêmement bon départ. Avoir un contact avec sa clientèle cible, aller chercher ça. Si vous avez déjà une boutique, un magasin, vous avez des contacts avec vos clients, en jasant avec eux autres, de savoir, d'écouter, les écouter, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils demandent vos produits et services. Ils vous appellent pour savoir, pour avoir de l'information à propos d'un produit ou service. Les écouter pour savoir comment est-ce qu'ils les nomment, très important. Très important, point de départ. Ensuite, on va prendre Google AdWords et Google Tendances. Google AdWords, on va voir la valeur d'un mot. En fait, on va voir la concurrence qu'il y a sur un mot. Okay? Et par la suite, on peut aller valider dans Google Tendances. En fait, c'est les intentions de recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intentions de recherche. Et quand on est dans Google Tendances, c'est le fun parce que M. de Google, ce matin, il a présenté l'application Google Tendances. Il a présenté uniquement le graphique. Quand on descend plus bas, on a les tendances de recherche, les tendances en progression. Et un peu, un peu le parallèle de qu'est-ce que les gens avaient l'intention de chercher, qu'est-ce qu'ils ont cherché après. Et ça nous donne un peu de l'intention. Je donne un exemple, j'ai un client dans l'industriel
qui vend des cadres d'acier pour les portes dans les gros immeubles. Okay? Fait on voulait se positionner sur Metal Frame. En validant cette information-là, on s'est rendu compte que Metal Frame, les gens, quand ils cherchaient ça, c'est parce qu'ils cherchaient des cadres de lit ou des cadres de photos. On n'est pas dans le même marché, là. Donc, il a fallu ajuster. Oui, c'était un Metal Frame, ce qu'on avait, mais on a ajouté un mot pour spécifier que c'était des cadres de porte. En métal, on ajoute de l'information. Donc là, des fois, ça vient justement ajuster le discours, parce que ces mots-là, ça va être le discours. Ça va aller dans le discours qu'on veut offrir à notre clientèle, c'est de la façon dont on va les attirer. Ensuite, assurez-vous que le code de votre site soit bien documenté. En fait, le web, il faut le voir de deux façons. Il y a le visuel, mais il y a tout ce qui se passe derrière. Je ne vous ai pas montré, je n'ai pas mis ici une capture d'écran de ce que ça a l'air un code source. Mais vous avez accès à ça, hein, c'est public. Le code source, vous allez dans votre navigateur, vous faites afficher code source, vous allez voir ça a l'air de quoi du code source. Pour ceux-là qui sont sensibles, les yeux peuvent saigner. Je vais juste dire ça comme ça. Je vais juste dire que le code, il doit être bien documenté. Parce que dans le fond, on parle à l'humain, OK? Une stratégie de visibilité, elle est faite pour l'humain, un client cible humain. Par contre, c'est le premier client, en tout cas, en parallèle à ça, tu as un client robot qui doit vous indexer, vous catégoriser et vous lire correctement pour être en mesure de vous présenter à l'humain. Donc, ce client robot-là, prenons comme exemple le robot de Google, lui doit lire et comprendre votre code. Il doit lire et savoir de quelle façon vous êtes structuré, l'architecture de votre contenu. Qu'est-ce que vous allez offrir comme information? Ce n'est pas tout juste le texte que vous avez dedans, mais la façon dont votre site web va être balisé va être important. En fait, il faut quasiment le prendre comme si votre code allait être lu à un aveugle. Et des fois, les gens trouvent ça drôle quand je dis « demandez aux gens qui produisent votre site qu'il soit fait pour un aveugle. » Bon, c'est sûr que là, on vient de mettre la hache carrément dans le design, là. Je viens de brimer la créativité. Mais pensez-le comme ça, parce que le robot, quand il vient lire ça, c'est comme ça qu'il le voit. S'il est capable de lire votre code à un aveugle et que celui-ci est capable de se promener dedans sans problème, le site est correct. Okay? Et ça, c'est vraiment, il y a des outils actuellement pour les aveugles, pour se promener sur le web, qui sont faits. Et puis ils prennent les robots pour lire le site. Ils prennent les robots de Google pour lire. De plus en plus, ça s'en va vers là. D'ailleurs, les sites gouvernementaux n'ont pas le choix de s'en aller dans ce sens-là pour avoir une accessibilité 100% pour tout le monde. Les réseaux sociaux, il faut être présent. Il faut être présent à diverses intensités, dépendamment du réseau qu'on utilise. Vous créez votre réseau avant d'en avoir besoin. Hein? C'est important. On ne crée pas un réseau pendant qu'on a besoin. Donc, on crée un réseau avant et c'est des réseaux qui vont nous aider après. Donc, il y a un travail pour monter un réseau. Donc, on s'ouvre une page corporative Facebook, on part avec 0 fans, là. Il faut avoir des fans dedans pour que ça soit intéressant. On rouvre notre compte Twitter, on part avec 0 followers, là, c'est la même chose. Il faut travailler pour monter notre réseau. Donc, c'est le même principe aussi. Il faut écouter et commencer à converser. Il n'y a personne qui va suivre des têtes d'œufs dans Twitter. Vous savez c'est quoi une tête d'œuf? Quand vous ouvrez votre compte Twitter, vous avez une tête d'œuf. Première chose que vous avez à faire, mettez-vous une photo. Okay. Ayez un visuel. Et ensuite, commencez à jaser un petit peu là-dessus parce que les gens vont suivre en fonction de ce que vous dites. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que... Bon. Créer du contenu de qualité, ça aussi. On ne fait pas juste parler pour parler. Donc, on essaie tout le temps de se garder en tête ce que j'ai à dire. Est-ce que ça va être d'intérêt? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un? Est-ce que mon client cible va en tirer bénéfice? Toujours le voir comme ça. Même si c'est une opinion que vous avez à dire, bien, votre opinion, est-ce qu'elle va apporter? Est-ce qu'elle a une plus-value? On les utilise pour publier des vidéos sur YouTube, pour ouvrir un compte Flickr ou Instagram pour vos photos. On essaye le plus possible d'avoir des liens qui sont externes, qui pointent vers notre site. Hein? Quand on a un compte YouTube, il pointe quand même vers notre site web ou vers notre blog. Mais comme je disais, on n'est pas obligé de tous les utiliser.
L'impact, les réseaux sociaux ont un impact sur le SEO. Ça, c'est l'autre chose qui est importante. C'est une conversation, c'est une porte de communication avec les clientèles cibles, mais c'est également une façon de rayonner sur le web. Et il y a une liste d'outils qu'il faut utiliser, qui sont gratuites. Google Analytics, Google Alert, Webmaster Tool, HotSuite, TweetDeck pour gérer les réseaux sociaux, Mention pour faire le suivi de ce qui se dit. Il y en a une panoplie. Il faut faire des recherches. Je ne peux pas tout dire, il faut que je termine. Et finalement, ce que je veux que vous reteniez, quand on met en place une stratégie de visibilité sur le web, l'objectif n'est pas d'être en première place. L'objectif, c'est d'occuper le plus de place possible. OK? Ça, c'est super important. Réagir quand il faut, être proactif, c'est ça, rayonner sur le web. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Est-ce que combien coûte la gestion d'un site Internet? Je ne parle pas de la conception. Non. Après. Après? Bien, c'est relatif. Ça peut coûter du temps. Non, je veux dire financièrement. Mais c'est ça, ça dépend comment c'est fait. Est-ce que c'est vous qui allez le faire à l'interne? À ce moment-là, ça vous coûte le temps de la ressource qui va le prendre. Si vous le faites à l'externe, bien là, à ce moment-là, c'est de l'entente avec une agence. Ça dépend qu'est-ce que ça veut dire, gérer aussi. Ça dépend des attentes de retour. On travaille en équipe, on travaille dessus, mais on est dans les millions sur l'affaire qui sortent du web. C'est ça. Quand j'avais une petite entreprise, j'avais une agence web, bien, on avait de la misère à mettre du temps dessus. Là. Puis on mettait un petit peu de temps, mais nos retours ne venaient pas du web. Fait que, ça dépend des mesures. Là. Ça dépend des attentes surtout. Ouais. Oui. Moi, j'ai pas trop compris l'histoire de robot. Le robot. Tu disais Google, la façon que Google voit un site où tu le comprends, oui. Et des robots qui regardent ça, donc il faut que tu aies le bon. Il faut que tu aies le bon code, il faut que ton site soit documenté. Il faut que ton code soit documenté, c'est ça que tu n'as pas compris? Oui, bien, l'histoire des robots qui interprètent ton site. Oui, Google, en fait, c'est des robots qui se promènent sur les sites. Il y a différents robots avec des objectifs différents. On entend robot, mais c'est un logiciel, en fait. Là, on appelle robot. C'est souvent comme ça qui est visualisé, le robot. Mais le robot, en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il suit les hyperliens. Un robot, le robot Google, en fait, il suit les hyperliens. Okay? Fait qu'il va rentrer dans le site, puis il va suivre les hyperliens. Okay. Donc, puis une page web, en fait, le visuel, ce qu'on voit, nous, l'humain, c'est une interprétation du code qui est en arrière. Donc, quand tu affiches le code source, c'est de la programmation, un site web, en fait. C'est sûr qu'il y a du visuel, il y a du marketing, mais il y a beaucoup de techno en arrière de tout ça. Donc, lui, il va le lire. Donc, quand on fait afficher le code source, on voit notre contenu de notre page. Il est dedans, notre contenu texte, avec nos images. On ne les voit pas, les images. Ils disent où est-ce qu'ils sont placés sur le serveur. Mais il y a tout un espèce de code là, qui est là pour catégoriser chacune des pages. Et dans le fond, tout le monde qui a un site web devrait regarder leur code source. Oui. Oui. Et pour vrai, là, Google, il n'est pas cachotier. Il y a un super beau guide SEO 101 disponible en ligne. Faites guide SEO Google sur Google. Vous allez voir, il se référence super bien. Et lui, en fait, c'est des guides, c'est une ligne directrice pour dire les choses de base, la base pour être bien indexé. Il ne vous dit pas comment, quel mot choisir. Ça, c'est votre stratégie à vous, mais qu'est-ce qui est important dans le code pour lui au départ? Oui. Dernière question. Je me suis fait dire aussi que le choix des mots-clés oui. très important parce que ce fameux robot-là enregistre le nombre de fois où tel et tel mot ont été tapés. Oui. Puis ça fait que ça nous remonte dans le référencement. Oui, en fait, ça va vous remonter dans le référencement si la pertinence de la page, la façon dont elle est codée et la qualité de la page, la pertinence de cette page-là vis-à-vis de ce mot-là, elle est là. Sinon, ça ne donnera rien. Si vous en parlez juste dans votre compte. Comme on disait ce matin, tu dis le mot Britney Spears si tu vends des voitures. Ah, aujourd'hui, ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus aujourd'hui. OK. Donc, il faut que ce soit un bon mot-clé en lien avec notre produit, notre page soit bien faite. Oui, exactement.
de façon naturelle, il y a des secteurs d'activité où c'est très, très, très concurrentiel. Donc, c'est difficile d'y aller autrement que par le AdWords, là, parce que, bon, il y a certains secteurs d'activité, mais ce n'est pas tous les secteurs d'activité. Mais c'est encore faisable. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.